J'étais allongée dans cette ruelle, sous la pluie glacée, ruinée, trahie, abandonnée par ma propre femme. Mes mains vides, mon cœur brisé, et une seule question me déchirait. Pourquoi ? Pourquoi la vie écrase-t-elle ceux qui donnent tout ? J'avais sauvé des dizaines de personnes, payé leurs dettes, sacrifié mes rêves pour les leurs, et voilà où ça m'avait menée, dans le caniveau, comme une ordure. Mais ce que j'ai découvert cette nuit-là, cette vérité que personne ne m'avait jamais dite, a tout changé. Et si je vous disais que rien n'arrive par hasard, que même la chute la plus brutale cache un enseignement, laissez-moi vous raconter mon histoire. Le corps de Mathieu heurta le sol avec un bruit sourd qui se perdit dans le vacarme de la pluie. Ses mains qui avaient tant donné, s'ouvrirent lentement contre le bitume froid, laissant échapper les derniers billets froissés qu'il serrait encore. L'eau les emporta vers la bouche d'égout, comme si même l'argent le fuyait maintenant. Au-dessus de lui, les fenêtres illuminées de l'immeuble brillaient comme des yeux indifférents. Derrière l'une d'elles, celle du 5e étage, sa propre femme venait de lui claquer la porte au visage. Pas métaphoriquement, littéralement. La serrure avait claqué, définitive, pendant qu'il suppliait encore dans le couloir sombre qui sentait l'humidité et le désinfectant bon marché. « Tu ne comprends pas, Claire », avait-il murmuré contre le bois de la porte. « Je voulais juste les aider. » Silence. Puis sa voix à elle, brisée, venimeuse, filtrée par l'épaisseur du panneau. « Et nous, Mathieu ? Qui nous aide, nous ?» Maintenant, il gisait là, dans la ruelle derrière l'immeuble, là où on jetait les poubelles et où personne ne regardait jamais. La pluie de novembre lavait son visage, sans distinction, entre larmes et eau du ciel. Quelque chose en lui s'était rompu en tombant. Pas un os, quelque chose de plus profond. La corde invisible qui le maintenait debout depuis 43 ans. Il ferma les yeux. Le froid mordait à travers son manteau élimé, celui qu'il aurait dû remplacer il y a 2 hivers, mais il avait choisi de payer l'opération du fils Benhammer à la place. L'enfant voyait à nouveau. Lui, il ne voyait plus rien, ni le sens, ni la raison, ni le chemin pour rentrer chez lui dans un foyer qui n'existait plus. Un bruit de pas, lourd, traînant. Mathieu entr'ouvrit les paupières. Une silhouette s'approchait dans la pénombre, déformée par les rideaux de pluie. Un sans-abri peut-être, ou un ivrogne cherchant un coin pour dormir. La silhouette s'arrêta près de lui. « Pourquoi tu restes là ?» La voix était rauque, cassée par des années de cigarettes ou de cris. Mathieu ne répondit pas. Qu'aurait-il pu dire ? Que toute sa vie s'était effondrée en une seule journée ? Que la banque avait saisi leur appartement ce matin ? Que son patron l'avait licencié cet après-midi pour avoir prêté sa camionnette à un collègue en détresse ? Que Claire, sa Claire, lui avait jeté ses affaires par la fenêtre avant même qu'il n'atteigne le palier ? J'ai vu ce qu'elle a fait. L'homme s'accroupit et Mathieu distingua un visage tanné, des yeux gris comme l'acier. J'habite la cage d'escalier du 2e. Je vois tout. Alors vous savez que je suis fini ? L'homme ricana, un son sans joie. Fini ? Mon garçon, tu ne sais même pas ce que ce mot veut dire. Il ramassa l'un des billets trempés qui flottait encore dans une flaque. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et regarde où ça te mène, dans le caniveau, avec les ordures. Mathieu sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. De la colère, peut-être, ou de la honte. Il ne savait plus. « C'était la bonne chose à faire, » murmura-t-il. « Aider les gens, c'est ce qu'on est censé faire, non ?» L'homme se redressa lentement, l'eau ruisselant de son manteau déchiré. « La bonne chose ? Pour qui ? Certainement pas pour toi. » Il cracha par terre. « Le monde ne récompense pas les bons, mon ami. Il les écrase. C'est sa nature. » Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta. Sans se retourner, il ajouta « Si tu veux savoir pourquoi la vie humilie ceux qui donnent tout, peut-être devrais-tu arrêter de tomber et commencer à te poser les vraies questions. » Mathieu resta seul. Les mots résonnaient dans sa tête comme des cloches d'église un dimanche matin. Pourquoi ? Ce petit mot qui contenait toute sa douleur. Il pensa à sa mère, morte en paix il y a 10 ans, qui lui avait toujours dit « Sois bon, Mathieu, Dieu voit tout. » Où était Dieu maintenant ? Dans cette ruelle ? Dans ce corps brisé ? Dans ces comptes bancaires vides et ce mariage en cendres ? La pluie redoubla d'intensité. Quelque part, une sirène hurla. Mathieu ferma les poings, sentant la boue froide entre ses doigts. Était-ce vraiment un hasard s'il était là, détruit, après avoir tout donné, ou y avait-il quelque chose qu'il n'avait jamais compris ? Si tu veux d'autres ajustements, espacement, tiret plus court, retour aux guillemets, etc., dis-le-moi. Le texte est puissant, il accroche direct. 6 mois plus tôt, Mathieu se réveillait encore dans son lit, leur lit.
celui qu'il avait acheté d'occasion quand Claire et lui s'étaient mariés, 15 ans auparavant, dans cette petite mairie de Montreuil où personne n'était venu sauf sa mère et le frère de Claire. Un lit qui grinçait, mais qui était le leur. Ce matin-là, un mardi de mai, le soleil entrait par la fenêtre sans rideau. Il n'avait jamais eu l'argent pour des rideaux corrects. Claire dormait encore, tournée vers le mur, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller jauni. Mathieu la regardait respirer et se demandait quand exactement elle avait cessé de se tourner vers lui dans son sommeil. Il se leva sans bruit, enfila son bleu de travail. Dans la cuisine minuscule, il prépara du café avec les restes de la veille. Le frigo contenait 3 yaourts périmés, du beurre et une bouteille de lait à moitié vide. Jour de course. Encore. Toujours. Son téléphone vibra. Un message de Karim, son collègue à l'entrepôt. « Mathieu, mon frère est à l'hôpital. Urgence. Je peux pas venir aujourd'hui. Tu peux me couvrir ?» Il tapa une réponse immédiate. « Bien sûr. Prends soin de lui. » Claire apparut dans l'embrasure, les yeux gonflés de sommeil et autre chose. De la fatigue. Du ressentiment peut-être. « Encore ?» dit-elle simplement. « Son frère est malade. Et nous alors ? » « On est malade, nous aussi, Mathieu. Malade de crever à petit feu. » Il versa le café dans 2 tasses ébréchées, tendit l'une vers elle. Elle ne la prit pas. « On va s'en sortir, Claire. Tu dis ça depuis 10 ans. » Il n'avait pas de réponse à ça, parce que c'était vrai. Il le disait depuis 10 ans. Et il ne s'en sortait pas. Chaque mois, il s'enfonçait un peu plus, pas à cause de sa paresse. Mathieu travaillait 50 heures par semaine à l'entrepôt, mais il y avait toujours quelqu'un, toujours une urgence, toujours une main tendue qui revenait vide. L'opération du petit Benhammer, les dettes de son cousin Antoine après son divorce, la caution pour l'appartement de Madame Dubois, leur voisine expulsée, le prêt à son patron pour éviter la faillite de l'entrepôt, promesse de remboursement jamais tenue. « Je vais demander une augmentation, » dit-il. Claire rit, un son sans joie, comme celui de l'homme dans la ruelle 6 mois plus tard, comme si le monde entier avait appris à rire sans bonheur. Une augmentation, toi, celui qui prête sa camionnette, qui donne ses heures, qui ne sait pas dire non. Elle quitta la cuisine. Mathieu but son café froid, debout près de l'évier qui goûtait. Dehors, Paris se réveillait dans sa brutalité ordinaire. Klaxon, cris, vie. Au travail, son patron, Gilles Marchand, l'attendait près des quais de chargement. Un homme aux tempes grises, au ventre proéminent, aux mains toujours moites. « Mathieu, il faut qu'on parle. Je sais, Karim ne peut pas venir. Je vais faire double. »« Non, enfin si, mais c'est pas ça. » Gilles détourna le regard, incapable de soutenir les yeux de Mathieu. Ce regard que tout le monde fuyait. Trop honnête, trop direct, trop bon. Les créanciers sont revenus, ils veulent leur argent. Je croyais que tu avais réglé ça. J'ai essayé. Mais, écoute, tu te souviens l'année dernière, quand tu m'as prêté 12 000 €, le cœur de Mathieu se serra. Il se souvenait. C'était toutes leurs économies. L'argent pour un nouveau départ. Claire voulait reprendre des études, devenir infirmière. Elle en rêvait depuis toujours. Tu avais dit 3 mois maximum. Je sais ce que j'ai dit. Gilles passa une main dans ses cheveux clairsemés. Mais je ne peux pas te rembourser. Pas maintenant. Peut-être jamais. Le silence s'étira entre eux comme une plaie ouverte. Autour, le bruit des chariots élévateurs, des palettes qu'on décharge, de la vie qui continue indifférente aux catastrophes individuelles. Claire ne sait pas, dit Mathieu doucement. Pour l'argent, elle croit qu'on l'a encore. Mathieu, ça va ? Je vais trouver une solution. Gilles hocha la tête, soulagé de ne pas avoir à affronter plus longtemps ce regard. Il repartit vers son bureau, laissant Mathieu seul au milieu de l'entrepôt glacial. Ce soir-là, Mathieu rentra par le bus. Il n'avait plus d'essence et pas d'argent pour en acheter avant la fin de la semaine. À travers la vitre sale, il regardait Paris défiler. Les immeubles gris, les vitrines illuminées de magasins où il n'entrait jamais, les gens pressés qui savaient où ils allaient. Un vieil homme monta à l'arrêt Saint-Paul. Maigre, voûté, traînant un cabas à roulettes, il cherchait de la monnaie dans ses poches, les mains tremblantes. Le chauffeur soupira bruyamment. « Alors, vous montez ou quoi ? J'avais un ticket, je croyais. » Mathieu se leva, tendit sa carte Navigo. « Tenez, validez avec ça. » Le vieil homme le regarda, surpris. Puis quelque chose passa dans ses yeux. De la reconnaissance, de la tristesse aussi. Comme s'il savait. « Vous êtes bon, » dit-il simplement. « Trop bon pour ce monde. » Mathieu se rassit sans répondre. Ces mots le suivirent tout le chemin du retour. Trop bon pour ce monde. Comme si la bonté était une malédiction.
comme si donner condamnait celui qui donne. Quand il poussa la porte de l'appartement, Claire était assise à la table de la cuisine. Devant elle, une lettre ouverte. Le logo de la banque visible même de loin. Elle leva les yeux vers lui, et Mathieu sut, avant même qu'elle parle, que tout venait de basculer. « Où est l'argent, Mathieu? Où sont nos 12 000 euros ?» Mathieu ne mentit pas. Il n'avait jamais su mentir. C'était peut-être son premier problème, ou sa dernière dignité. Je l'ai prêté à Gilles. L'entrepôt allait fermer. 50 personnes auraient perdu leur travail. Claire resta immobile, tellement immobile que Mathieu crut qu'elle ne respirait plus. Puis elle se leva, lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. 50 personnes. Et nous, on compte pour combien? Il va me rembourser. Il l'a promis, il l'a promis. Elle répéta ces mots comme on récite une prière morte, comme ton cousin Antoine avait promis, comme Madame Dubois avait promis, comme tous ceux que tu sauves promettent avant de disparaître. Elle prit la lettre de la banque, la froissa lentement entre ses doigts. 3 mois de retard sur le prêt immobilier. Ils vont saisir l'appartement, Mathieu. Notre maison, le seul endroit qu'on possède dans ce monde de merde. On va trouver une solution. Quelle solution? Donner nos organes? Tu as déjà tout donné. Les semaines qui suivirent furent un brouillard. Mathieu multipliait les heures supplémentaires, acceptait tous les chantiers possibles. Il déchargeait des camions jusqu'à minuit, livrait des colis le dimanche, portait des meubles pour des déménagements au noir. Son corps protestait, son dos surtout. Une douleur lancinante qui irradiait jusqu'aux jambes. Mais l'argent filait comme du sable. Les intérêts s'accumulaient. Les lettres de relance s'empilaient. Un soir de juillet, en rentrant, il trouva Karim qui l'attendait devant l'immeuble. Son collègue avait maigri, les traits tirés. « Mathieu, mon frère, il rechute. Ils veulent l'opérer à nouveau. Mais la Sécu couvre pas tout. Il me faudrait 3 000 euros. » Mathieu sentit quelque chose se déchirer en lui. Une toile d'araignée trop tendue. « Karim, je sais que tu traverses une période difficile. Tout le monde le sait. Mais t'es le seul en qui j'ai confiance. Le seul qui comprend. » Ces mots. Le seul qui comprend. Combien de fois les avait-il entendus? Combien de fois avait-il été le seul, l'unique, le dernier recours? Je vais voir ce que je peux faire. Il vida son compte courant. Les 800 euros qui restaient. Emprunta le reste sur une carte de crédit renouvelable à 20% d'intérêt. Donna l'argent à Karim, qui pleura de reconnaissance. Cette nuit-là, Claire ne lui adressa pas la parole. Elle dormit sur le canapé. Ou plutôt, elle fit semblant de dormir. Mathieu l'entendait pleurer doucement dans le noir. En août, l'entrepôt connut des difficultés. Gilles convoqua Mathieu dans son bureau. « Il faut que je réduise les effectifs. Je suis désolé. Tu me licencies? Tu comprends? Avec la situation économique? Gilles, je t'ai sauvé. J'ai tout donné pour que cet endroit survive. Et j'en suis reconnaissant. Mais je ne peux pas te payer ce que tu mérites. Tu es trop généreux. Ça crée des tensions avec les autres. Ils disent que tu les fais paraître mauvais. » Mathieu sortit du bureau, sans un mot. Traversa l'entrepôt qu'il connaissait par cœur. Chaque allée, chaque palette, chaque fissure dans le béton. Personne ne leva les yeux sur son passage. Ils savaient tous, et ils s'en fichaient. Dehors, la chaleur d'août écrasait Paris. Mathieu marcha sans direction. Ses pas le menèrent vers le canal Saint-Martin. Il s'assit sur un banc près de l'eau verte, regardant les touristes prendre des photos de ce qu'il trouvait pittoresque. Un homme vint s'asseoir à côté de lui. Vieux, le regard perçant, vêtu d'un costume élimé mais propre, il portait une odeur de tabac froid et de vieux livres. « Vous avez l'air de quelqu'un qui cherche des réponses, » dit l'homme sans préambule. Mathieu le regarda, trop épuisé pour être surpris. « Vous êtes qui? » « Quelqu'un qui a fait les mêmes erreurs que vous, il y a longtemps. »« Quelles erreurs? Aider les gens? Être bon ?» L'homme sourit tristement. « Confondre bonté et sacrifice. Donner jusqu'à s'effacer. Croire que votre destruction sauvera les autres. » Mathieu sentit quelque chose trembler en lui. « Alors quoi? Je devais les laisser tomber? Devenir égoïste? Fermer mon cœur? » Non. L'homme regarda l'eau du canal. Mais peut-être apprendre la différence entre porter les autres et se laisser écraser par leur fardeau. Il se leva, laissant Mathieu seul avec ces mots qui tournaient dans sa tête comme des oiseaux en cage. Les semaines passèrent, septembre arriva avec ses premières pluies. La banque envoya un huissier. Mathieu et Claire avaient 2 mois pour quitter l'appartement. Si cette histoire résonne en toi, abonne-toi et laisse un commentaire. Comme Mathieu qui cherche un sens dans le chaos, ta voix compte.
Chaque mot partagé est une pierre sur le chemin. Ne laisse pas cette histoire disparaître dans le silence. Écris ce que tu ressens, maintenant. Mathieu frappa à toutes les portes, littéralement. Il remonta la liste de tous ceux qu'il avait aidés, sauvés, portés. Son cousin Antoine d'abord. Écoute Mathieu, c'est compliqué en ce moment. Ma nouvelle copine, tu comprends, elle sait pas pour les dettes. Madame Dubois ensuite, celle dont il avait payé la caution. Mon pauvre garçon, j'ai à peine de quoi manger. Si j'avais su que tu étais dans le besoin, le petit Benhammer, ou plutôt son père. On te remboursera, promis. Mais là, avec l'opération de suivi, Karim ne répondait plus à ses appels. Un soir d'octobre, assis sur le sol de l'appartement presque vide, les cartons autour de lui comme des pierres tombales, Mathieu comprit quelque chose. Une vérité qui lui brûla la poitrine comme de l'acide. Il n'avait sauvé personne. Il s'était juste vidé lui-même. Claire entra, un sac de voyage à la main. Elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges, gonflés, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une dureté nouvelle. Ou peut-être juste de la lucidité. « Je pars chez ma sœur à Lyon », dit-elle d'une voix sans timbre. « Elle peut m'héberger le temps que je trouve du travail. Et nous ? Il n'y a plus de nous, Mathieu. Il y a toi et ton besoin d'être aimé. Et il y a moi, épuisé de payer le prix de ta sainteté. Je voulais juste faire le bien. Non. » Elle posa le sac, s'approcha de lui. « Tu voulais être indispensable. Tu voulais qu'on ait besoin de toi. Parce que si on avait besoin de toi, tu existais. Tu avais de la valeur. » Ces mots le frappèrent comme des gifles. Il voulut protester, dire qu'elle se trompait. Mais au fond de lui, dans ce lieu silencieux où vivent les vérités qu'on refuse, quelque chose résonna. « Quand ta mère est morte, » continua Claire plus doucement, « tu m'as dit qu'elle répétait toujours « Sois bon, Mathieu. Dieu voit tout. » Tu as transformé ça en prison. Tu croyais que donner effaçait ta peur d'être ordinaire, ton angoisse de n'être rien. C'est faux. Alors pourquoi tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais ? Pourquoi tu n'as jamais écouté quand je te suppliais de nous choisir ? Nous, juste une fois. Le silence tomba comme une pierre dans un puits. Mathieu n'avait pas de réponse, parce qu'elle avait raison. Il s'était donné aux autres non par pure bonté, mais par terreur du vide. Par besoin d'être le héros, le sauveur, celui sans qui tout s'effondre. Et maintenant tout s'était effondré quand même. Claire ramassa son sac. La vie ne t'humilie pas parce que tu es bon, Mathieu. Elle t'humilie parce que tu refuses d'apprendre. Parce que tu donnes pour prendre. Tu prends de la reconnaissance, de la gratitude, de l'importance, et quand tu ne reçois rien en retour, tu t'effondres. Elle ouvrit la porte, s'arrêta sur le seuil. La vraie bonté ne garde pas de compte, elle ne crée pas de dette, elle ne demande rien, pas même d'être remarquée. Puis elle partit, et Mathieu se retrouva seul avec la vérité nue. Cette nuit-là, il retourna voir le vieil homme du canal. Il savait où le trouver maintenant. Sous le pont, près de la péniche abandonnée, où les sans-abri se regroupaient autour d'un feu de camp. « Vous saviez, » dit Mathieu en s'asseyant près des flammes, « vous saviez ce que j'allais découvrir. » Le vieil homme tisonna le feu, des étincelles dansant dans l'obscurité. « Je savais que vous alliez tomber. Tout le monde tombe quand on porte le monde sur ses épaules. Ce n'est pas une croix, c'est de l'orgueil déguisé en sacrifice. Alors quoi ? J'aurais dû être égoïste ? Laisser les gens souffrir ? Non. Tu aurais dû apprendre la différence entre aider et sauver. Aider, c'est tendre une main. Sauver, c'est porter quelqu'un qui refuse de marcher. Le feu crépitait. Autour, d'autres hommes et femmes brisés par la vie dormaient enroulés dans des couvertures sales. « Tu vois ces gens ?» continua le vieil homme. « Certains, j'ai essayé de les sauver. Je me suis ruiné. J'ai perdu ma famille. Et tu sais ce que j'ai appris ? Quoi ? Que chacun porte son propre fardeau. On ne peut pas le porter à leur place. On peut marcher à côté, être là. Mais on ne peut pas vivre leur vie à leur place. » Mathieu regarda les flammes danser. Des larmes coulaient sur ses joues, silencieuses, brûlantes. « J'ai tout perdu. Non, tu as tout lâché. Maintenant tu peux apprendre à construire différemment. Sans dette, sans sacrifice toxique. Juste, humain. » Le vieil homme posa une main sur l'épaule de Mathieu. « La vie ne punit pas les bons. Elle enseigne à ceux qui confondent bonté et disparition de soi. Dieu ne te demande pas de t'effacer. Il te demande d'exister pleinement pour pouvoir vraiment donner. » Cette nuit-là, quelque chose mourut en Mathieu. Son besoin d'être indispensable, son addiction à la gratitude, sa peur du vide. Et dans cette mort, quelque chose de nouveau commença à germer. 3 ans plus tard, Mathieu vivait dans un studio à Belleville. Petit, propre, à lui.
payé avec son salaire de menuisier dans un atelier coopératif. Il avait appris le métier sur le tas, acceptant de commencer comme apprenti à 44 ans. Les autres riaient au début. Puis ils avaient vu ses mains travailler le bois avec une patience qu'on n'apprend pas. Ce matin de novembre, il but son café debout près de la fenêtre. Dehors, Paris s'éveillait dans sa beauté brutale. Il n'avait plus peur de la ville, ni d'être seul, ni d'être ordinaire. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô ? Mathieu ? C'est Karim. » Un silence. 3 ans de silence entre eux. « Mon frère est mort hier. Je voulais que tu le saches. Sans toi, il aurait jamais eu ces 2 années de plus. Je sais que je t'ai jamais remboursé. Je sais que je suis une merde. Mais merci. » Il raccrocha avant que Mathieu puisse répondre. Mathieu resta immobile, le téléphone contre l'oreille. Il attendit la colère, le ressentiment, l'amertume. Rien ne vint. Juste une tristesse douce pour un homme qu'il n'avait jamais rencontré, mais qui avait vécu 2 années de plus. Il n'avait plus besoin de reconnaissance. Le bienfait existait, même sans témoin. À l'atelier, un nouveau était arrivé. Jeune, 25 ans peut-être, les yeux perdus de quelqu'un qui a tout raté. Il s'appelait Tom et trimbalait une dette de jeu qui le dévorait. « Mathieu, tu pourrais me prêter 100 €, juste jusqu'à vendredi. Je te jure que… » Mathieu posa son rabot, regarda le garçon bien en face. « Non. » Tom cligna des yeux, surpris. « Mais ils vont me casser les jambes si je paie pas. Alors va voir la police, ou trouve une association qui aide les joueurs compulsifs, ou parle à ton patron pour une avance. Mais je ne te prêterai pas d'argent. T'es un enfoiré comme les autres, » cracha Tom. « Non, je suis quelqu'un qui a appris que te donner de l'argent ne résoudra rien. Ça nourrira juste ta dépendance. Si tu veux vraiment t'en sortir, je peux t'accompagner à une réunion. Je peux être là, mais je ne vivrai pas ta vie à ta place. » Tom partit en claquant la porte. 2 semaines plus tard, il revint. « Tu avais raison, j'ai été au joueur anonyme. C'est dur, mais tu viendrais avec moi la prochaine fois ?» Mathieu y alla. Pas pour sauver, juste pour être là. Un samedi après-midi, en marchant près du canal Saint-Martin, Mathieu aperçut une silhouette familière, Claire, assise sur leur ancien banc, un livre ouvert sur les genoux. Il hésita, puis s'approcha. « Je peux m'asseoir ?» Elle leva les yeux, surprise, puis quelque chose passa sur son visage. Pas de la joie, pas de la colère non plus, juste de la reconnaissance tranquille. Bien sûr, ils restèrent silencieux un moment, regardant l'eau couler comme autrefois. « Tu as l'air bien, » dit-elle finalement. « Je le suis. Et toi ? Infirmière depuis 1 an, à Lyon. » Elle sourit légèrement. « J'ai fini par reprendre mes études. Seule. Je suis content pour toi. » Et il l'était vraiment, sans amertume, sans regret, juste content qu'elle ait trouvé son chemin. « Tu as changé, » dit Claire doucement. « Je le vois dans tes yeux. Tu n'as plus ce besoin dévorant. J'ai appris que donner sans frontières, c'est se perdre, et qu'on ne peut rien donner de vrai quand on n'existe plus. » Claire hocha la tête. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Cette nuit-là, c'était cruel. C'était vrai. J'en avais besoin. » Ils parlèrent 1 heure, sans rancœur, sans espoir de reconstruction. Juste 2 personnes qui s'étaient connues, aimées, détruites, et qui maintenant se regardaient avec la tendresse distante de ceux qui ont survécu à la même guerre. Quand ils se séparèrent, Mathieu marcha vers Belleville, le cœur léger. Il passa devant l'ancien immeuble, celui qu'il avait perdu. Une famille y vivait maintenant. Des rires d'enfants s'échappèrent par la fenêtre ouverte. Il ne ressentit aucune nostalgie. Le soir, dans son studio, il sortit un carnet neuf, écrivit lentement, pour lui-même, pas pour être lu ou admiré. La vie n'humilie pas les bons. Elle enseigne à ceux qui donnent pour combler un vide. La vraie bonté ne s'effondre pas quand elle n'est pas remarquée. Elle existe, silencieuse, sans comptes à régler. J'ai cru que me sacrifier me rendait bon. J'ai appris que m'aimer me rendait capable d'aimer vraiment. Il referma le carnet. Dehors, Paris brillait dans la nuit. Mathieu éteignit la lumière, s'allongea sur son lit simple. Pour la première fois depuis des années, il dormit sans porter le poids du monde. Il dormit comme un homme qui avait enfin compris. On ne sauve pas les autres en se noyant soi-même. On apprend à nager. Ensemble. Chacun ses propres bras. Et parfois, c'est suffisant. Voilà mon histoire. Celle d'un homme qui croyait que se détruire pour les autres était de la bonté. J'ai tout perdu. Ma maison, ma femme, ma dignité. Mais j'ai gagné quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La compréhension. La vie ne punit pas les bons. Elle enseigne à ceux qui confondent sacrifice et disparition. Aujourd'hui, je dors en paix. Pas parce que je suis riche,
mais parce que j'existe enfin. Si cette histoire a touché quelque chose en toi, si tu portes toi aussi le poids des autres jusqu'à t'effondrer, laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu ressens. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour plus d'histoires qui changent les perspectives. Parce que ta voix compte. Et ton chemin aussi. À bientôt.